7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. La saga des censeurs continue, apparemment. Oui, je pense que le sujet a été déjà largement abordé cette semaine, mais il faut dire que la nouvelle avait de quoi choquer. Si on ne savait pas encore que la liberté d'expression était en danger aujourd'hui en France, je pense que cette décision du Conseil d'État est le signe, l'alerte rouge écarlate la plus concrète qui confirme que la liberté d'expression est le droit fondamental le plus en danger à ce jour dans notre pays. Mois après mois, elle perd du terrain. Mois après mois, on y ajoute des nouvelles jurisprudences, de nouvelles réglementations, de nouvelles interprétations, à tel point que certaines personnes se sentent pousser des ailes et on arrive à des accès de surconfiance en eux et de sentiments de surpuissance absolument hallucinants, confortés qu'ils sont par leur pratique la plus accrue de l'entre-soi. On a déjà pu découvrir, grâce à Pascal Praud, l'étendue des dégâts psychologiques que peut causer cet entre-soi lorsqu'on a assisté à l'effondrement, à la débâcle totale en direct du clown triste, désormais le plus connu de France, Christophe Deloire, membre éminent de l'ONG Reporters sans frontières. À partir de Fox News, il y a eu une polarisation générale des médias. À la fin, vous parlez pas de ça a nous, provoqué. vous ne parlez pas de nous. Il me semble que Fox News est quand même une forme de modèle pour CNews. Mais pas du je me tout. trompe. Mais pas du tout. Mais vous vous trompez. Qui vous avez cru voir ça? CNews, rappelez-moi, est inspiré quand même de quelle chaîne? De Fox News. Mais vous êtes sérieux en disant ça? Le rapport entre Fox News et CNews, mais il n'y en a pas. C'est exactement les mêmes chaînes. Mais enfin, c'est exactement la même chaîne. Vous êtes en plein délire. Mais vous regardez Fox News? Vous regardez Fox News? Est-ce que vous regardez Fox News? J'ai regardé l'autre jour. Vous pouvez me citer deux. J'ai regardé l'autre jour l'interview par Tucker Carlson, qui est l'ancienne star de Fox News. Il y est plus. Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News? Vous pouvez me citer deux journalistes de Fox News? Mais je peux pas vous citer deux. Parce que vous ne regardez pas Fox News. Je ne regarde pas tout le temps Fox News. Mais vous ne savez pas ce qu'est Fox News. Vous ne savez pas. Vous dites n'importe quoi, monsieur. Vous ne savez. Vous ne pouvez même pas me citer deux journalistes de Fox News. A fini par fragmenter la société américaine. C'est lunaire. Oui, tout à fait. Reporters sans frontières, qui, a-t-on vraiment besoin de le rappeler, ne s'appliquent absolument pas à eux-mêmes. Ce qu'ils prônent pour les autres, c'est évident et c'est typiquement de gauche. Je ne résiste pas à vous donner un petit aperçu de leur composition. Ils sont à peu près une vingtaine. Son président, Pierre Aski, ancien de Libération et cofondateur de Rue 89, qui officie aujourd'hui sur France Inter. Sa vice-présidente, Françoise Sévignon, membre du Conseil économique, social et environnemental. Michel Bergmer, ex-directeur général de Reuters Europe et membre de Amnesty International. Philippe Chetwin, directeur de l'information de l'AFP, Louis Dreyfus, président du groupe Le Monde, Pierre-Olivier François, journaliste pour Arte et France TV, Cécile Mégy, directrice de Radio France Internationale, Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du Monde diplomatique, etc., etc. Mais il y a un autre personnage qui, moi, m'a particulièrement intéressé. C'est l'auteur même du rapport sur CNews sur lequel s'est basé Reporters sans frontières. Et c'est bien sûr le sémiologue et professeur de la Sorbonne, François Jost, qui s'est révélé être un personnage qui, moi, personnellement, m'a fasciné tant il est l'apanage parfait de tout ce qui est haïssable et profondément malsain chez cette élite parisienne de gauche, mais avec un défaut en plus chez lui, c'est l'absence totale et complète de talent oratoire et de répartie et un manque notoire d'intelligence. Ainsi, on l'a entendu au cours de plusieurs passages médiatiques destinés à défendre son fameux rapport dont il s'enorgueillit, évidemment, et on a eu la surprise de constater, notamment sur son passage chez Sud Radio, que l'homme n'était absolument pas en capacité de défendre son propre travail. Et je vous expliquerai pourquoi. Mais avant tout, écoutons certains des passages les plus lunaires de cet extraterrestre. 38 minutes d'interview tous les deux. Je le comptabilise à gauche ou à droite pour l'ARCOM? Ouais. Je vous comptabilise comment? Comme qu'un humaniste. C'est ma tendance. C'est mon courant de pensée. Oui, mais est-ce qu'on a fait un débat de gauche ou de droite? L'ARCOM va nous dire quoi, non? Faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais non, attendez... Que va faire l'ARCOM? Que peut faire l'ARCOM? Ils ont 6 mois pour le dire. Incroyable. Imaginez-vous ça. Il n'est pas de gauche, il est humaniste. Contrairement à quoi? À nous, les anti-humanistes.
Voilà qui est très clair. François Jost, lui, n'a pas besoin d'être fiché ni d'être comptabilisé. Et on imagine bien que tous ses camarades non plus d'ailleurs. Lui, il flotte au-dessus de tout ça. Il n'est là que pour nous éclairer de sa lumière bienveillante, celle de la vérité, celle de l'humanisme. Malheureusement, et avant d'opérer ce petit changement de statut qu'il arrange bien, François Jost avait déjà fait à de nombreuses reprises étalage de son inclination, notamment dans Libération, où il s'auto-qualifiait de fidèle à la gauche depuis toujours, de soutien de Lionel Jospin de la première heure et de combattant de l'extrême droite, etc., etc. Bon, en même temps, on ne l'avait pas vraiment attendu pour deviner, mais il est toujours marrant de remarquer que François Jost est allé jusqu'à, il y a quelques jours, modifier sa propre page Wikipédia qui disait, je cite, François Jost, né le 12 avril 1949, est un sémiologue français, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université de la Sorbonne et est classé à l'extrême gauche. Eh bien, figurez-vous que le dernier bout de phrase, classé à l'extrême gauche, a été retiré. Trop fort l'humaniste, déjà que, franchement, pour que Wikipédia, on parle bien de Wikipédia, vous qualifie d'extrême gauche, laissez-moi vous dire qu'il faut vraiment y aller. Donc, évidemment, nos internautes, qui sont souvent bien plus réactifs que les médias, intrigués par le personnage, sont allés fouiller un peu le passé de François Jost et sans grande surprise, y ont trouvé quelques horreurs. 2 jours après l'attentat de Charlie Hebdo, notre éminent sémiologue, qui avait l'air plutôt d'humeur très guirette et rigolade malgré la boucherie de la veille, blaguait sur son Twitter, je cite, « J'aime la bande décimée, hashtag Charlie Hebdo ». C'est toujours intéressant que le niveau de dégueulasserie dont sont pas capables les islamo-gauchistes puisse encore nous étonner aujourd'hui, et pourtant Dieu sait que j'ai mis le curseur assez haut. On apprend aussi que toujours pendant les attaques de Charlie Hebdo, et suite à une proposition des journalistes de la BBC, François Jost écrivait un article dans l'Obs pour confesser son hésitation à qualifier les terroristes de terroristes les frères Kouachi. Oh là là. Et oui, pour, je cite, pour ménager la susceptibilité du public arabophone ou encore pour prouver à ceux qui commettent des attentats qu'ils n'ont pas réussi à nous faire peur. C'est sûr que pour en arriver là, c'est-à-dire à un niveau d'humanisme surhumain dont il faut faire preuve, pour ne pas dire à un niveau de conneries surhumaines dont il faut disposer. Ensuite, notre humaniste, confronté au bon sens de l'animatrice de Sud Radio, nous donne ses critères, c'est-à-dire comment définir de l'appartenance politique d'un chroniqueur ou d'un éditorialiste qui ne s'en revendique pas. Écoutez. L'extrême droite. Mais qui les classe? Enfin, je veux dire, non, c'est pas toujours évident. Qui les place? Quand je veux pas prendre des exemples. Enfin, si, quand je vois la Omerta, par exemple, que Le Monde définit comme quelque chose d'extrême droite, bon, je prends l'avis du Monde, je prends l'avis de... Et Le Monde, lui, n'est pas qualifié d'extrême gauche ou de gauche par son orientation politique. Je veux dire, le jugement du Monde ne fait pas, n'établit pas la loi de qui est à gauche, qui est à droite. Non. Alors là, les bras m'en tombent. Et voilà en même temps l'aveu qui nous permet de comprendre un peu plus comment fonctionne le logiciel de ces gens qui sont des animaux très très complexes, qu'il faut prendre le temps d'écouter si on veut les contrer, mais aussi souvent se payer, il faut le dire, une bonne tranche de rire. Mais c'est là que l'on comprend tout. François Jost est très sérieux, il est humaniste, et pour lui, l'essence même de la neutralité, de l'analyse brute et de la partialité, c'est le journal Le Monde. Voilà, et tout est clair, tout s'explique. Un autre exemple. Je regarde comment cette personne dans la société se classe. Attendez, laissez-moi finir. Ouais. Valeurs actuelles, tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, si je demande... C'est qui tout le monde? Oui, hein? Il y a une sorte de consensus là-dessus. Bah oui. Et alors là, pompon sur la Garonne, et c'est peut-être encore plus intéressant. Ce tout le monde dit tout. Vous comprenez, quand je vous parlais tout à l'heure des symptômes de l'entre-soi de la gauche parisienne, nous sommes en plein dedans. Pour François Jost, son monde est tout le monde, et le journal Le Monde est tout le monde aussi. C'est presque hallucinant à voir parce qu'il le croit vraiment. Et surtout, ça explique exactement pourquoi ce rapport biaisé a été pondu et pourquoi il existe cette action lunaire contre CNews aujourd'hui. Mais surtout, ça explique pourquoi les deux principaux protagonistes, que ce soit Christophe Deloire sur CNews ou ici François Jost sur Sud Radio,
sont incapables et infoutus de défendre leur propre action. Vous comprenez, après des mois et des mois d'auto-émulation, de travail entre eux et entre eux-mêmes, et évidemment, là-bas, tout le monde déteste ces news, et donc avec cette haine partagée qu'ils partagent tous, ils ont réussi à se convaincre dans leur tête que tout ça était légitime, et qu'il n'y avait pas de censure, puisqu'ils sont d'extrême droite, et que tout ça était normal, et même la moindre des choses. Et ce qui se passe en fait ici, c'est qu'ils sont tous, pour la toute première fois, obligés de s'en expliquer au monde extérieur, vous savez, le réel. Et là, ils s'effondrent, ils se liquéfient. Et si vous regardez bien, vous vous rendez compte qu'ils sont parfaitement surpris par tous les arguments qu'on leur oppose. En fait, pourtant, ce sont des arguments très rationnels, de bon sens, auxquels on a tous pensé très rapidement. Mais eux n'y avaient pas pensé. C'est comme quand on passe un long moment en fait dans le noir et que quelqu'un allume brusquement la lumière, et là, ça pique, ça fait mal. Par exemple, François Jost n'avait pas du tout pensé une minute que quelqu'un lui demanderait à lui comment il fallait le ficher politiquement. Et vous voyez que tout de suite, la question l'embarrasse beaucoup, et je pense que c'est même un peu là qu'il se rend compte de sa connerie. Il n'avait pas non plus pensé que ce rapport puisse se retourner contre eux. Il n'avait pas pensé qu'on puisse aller faire la même chose sur le service public, par exemple. Et ce manque d'anticipation qui est grossier, c'est à cause de cette certitude profonde chez les gens bien pensants de gauche qu'ils sont la raison, qu'ils sont la justice, qu'ils sont le camp du bien, qui continuent à les pousser vers le suicide politique et qui continuent à les humilier sur l'autel de la réalité, qui, lorsqu'elles se confrontent à eux, nous donne au moins des séquences télévisuelles d'anthologie. Rien que pour ça, je pense que nous pouvons les remercier. Nous les remercions. Merci Juliette Briens. Alors, il nous reste une minute, mais ça nous permet de faire une petite... Oh ouais, un petit peu plus d'une minute. 2h30, je vous donne. Ah ouais, génial. Une petite introspection autour de la table. Adèle Rosner, par exemple, comment vous définissez-vous ? Vous êtes de droite, de gauche, vous êtes humaniste, vous êtes animaliste ? Oula, question complexe. Non, je pense qu'à partir du moment où de toute façon on est chez Radio Courtoisie, on est plutôt, plutôt à droite de toute façon. Vous êtes catalogué très rapidement, ça va très vite. Mais j'avais raté cet extrait de... Dans la droite, il y a plusieurs courants. Oui, il y a plusieurs courants. Oui. Moi, je connais des monarchistes, je connais des libéraux, je connais des antilibéraux, je connais des souverainistes, je connais énormément de choses. Oui, en plus, on est tous capables de débattre entre nous. C'est ça. Les personnes comme François Jost sont très binaires. Je pense qu'il y a l'extrême droite, c'est tout. Il n'y a pas de nuance particulière. Mais j'avais raté cet extrait où il évoquait Omerta. Et donc, forcément, si Omerta est d'extrême droite, on ne va pas lui demander son avis sur Radio Courtoisie, évidemment. Mais en tout cas, il y a quelques nouvelles rassurantes. C'est que l'Arcom, donc Roch-Olivier Mestre, s'est exprimé dans la tribune. Et il a revendiqué le fait de ne pas être la police de la pensée, que l'Arcom n'était pas la police de la pensée, et que forcément ça nous mène à songer que cette proposition de censure de CNews, soit elle est inapplicable, parce que il faut engager beaucoup trop de personnes pour surveiller 24 heures sur 24 le pluralisme de toutes les chaînes, soit on l'applique absolument à tout le monde, on met les moyens, et là on va bien s'amuser, pour ce qui est de France Télévisions, de France Inter, qui battent des records de pluralité, comme chacun sait. Et le JDD, ce week-end, a révélé les subventions de Reporters sans frontières, et on découvre un petit peu en creusant que les subventions majoritaires sont celles de Soros, donc l'Open Society de la Commission européenne et de la ville de Paris. Donc évidemment, c'est quand même des informations quand même à noter. Je crois qu'il faut simplement, il y a deux niveaux à cette histoire. Il y a l'Arcom qui dit à CNews, vous ne respectez pas le cahier des charges qui a été signé entre nous, et c'est arrivé plusieurs fois, ils ont des mises et demeures, comme ça a pu nous arriver à nous et à d'autres médias. Après, c'était cette histoire que ça passe à un niveau supérieur, où là, effectivement, il y a question à se poser. Après, peut-être que tout simplement, les médias devraient faire comme nous, afficher clairement la couleur. Nous, on arrive, Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents. Au moins là, vous savez à qui vous avez affaire. Peut-être que CNews doit le faire aussi, mais aussi, effectivement, les médias du service public et ceux qui sont à l'opposé de l'échiquier. Mais ça veut dire qu'une chaîne d'information deviendrait une chaîne d'opinion. Est-ce que ça change administrativement quelque chose ? Parce qu'il y a ça administrative, aussi. Non, mais sur la ligne éditoriale, en fait. Oui, c'est éditorial, oui. Voilà. Bon. L'incorrect, c'est plutôt droite ou gauche ? C'est pas à nous de le définir, on vous rappelle. C'est pas nous qui définissons qui est où. Bon, merci beaucoup, Juliette Briens. À la semaine prochaine.